c'est triste de dire, mais plus on rencontre des gens, plus on se rend compte qu'il y a une forme de hiérarchie je n'ai pas envie de dire de race, mais lorsqu'on voyage partout dans le monde, on rencontre des gens et puis sans parler, on se donne une importance plus grande ou plus petite selon la personne qu'on a en face. Je pense que quand on est noir africain et qu'on va dans le reste du monde, c'est quelque chose dont on doit être conscient. Qu'on le veuille ou pas, quand on va venir ici, il y a un certain regard qu'on porte sur l'homme noir africain. Parfois, certaines voix ne parlent pas plus fort, mais plus juste. Mesdames et messieurs, bienvenue dans le Blédard Podcast. Cet espace où les idées prennent le temps de se poser, où l'on écoute autant qu'on interroge, où la parole devient un outil de réflexion partagée. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau quelqu'un de précieux, un grand homme. Il est avocat au barreau de Washington, juriste chevronné, il est conférencier écouté. Il est aussi le fondateur du Conciliabule, ce grand rendez-vous qui rassemble pas mal de personnes, et aussi le fondateur du Blédard Podcast. Monsieur Eric, bienvenue dans votre propre émission. Merci beaucoup. Mettez-vous à l'aise et voilà, ça va être une conversation simple. Est-ce que vous êtes prêt à vous faire cuisiner dans votre propre émission? Je vais essayer. Je vais être le plus à l'aise possible pour répondre à toutes les questions qui seront posées lors de ce numéro. D'accord, parce que là, les internautes, ils attendent. Habituellement, c'est lui qui pose les questions, c'est lui qui anime les débats, mais aujourd'hui, il est de l'autre côté du micro. Donc voilà, installez-vous confortablement, je m'excuse, et nous allons commencer. Merci beaucoup et merci pour l'invitation. Et c'est un plaisir d'être là. C'est une position inhabituelle parce que il faut répondre aujourd'hui plutôt que de poser des questions. Mais l'exercice sera intéressant, j'espère. Ah oui, on espère. Alors, Maître Goding Eric Ledjebge, parlez-nous un peu de votre histoire. Vous êtes avocat au barreau de Washington. Par contre, vous résidez à Paris actuellement. Dites-nous, comment est-ce que ça se fait? C'est la résultante d'un parcours. Et un parcours qui a commencé au Tchad, dans une petite ville où je suis né. Et puis, j'ai fait mon parcours jusqu'au bac, naturellement, au Tchad. Après le bac, je voulais être diplomate de base. Donc, je suis allé faire l'anglais, ce qui est un élément primordial si on veut être diplomate. Ouais. Après avoir fait une année d'anglais au Nigeria, je suis allé au Burkina où j'ai fait l'ENAM, option diplomatie. J'ai fini là-bas au cycle B. Je suis rentré en espérant avoir l'intégration, travailler au ministère des Affaires étrangères. Mais ça traîne. D'ailleurs, mon dossier est toujours quelque part au ministère de la fonction publique. Et puis, en attendant que l'intégration ne sorte, je suis allé au Cameroun, à l'IRIC, où j'ai fait un master de relations internationales. Et je suis rentré encore, et puis stage aux affaires étrangères, ainsi de suite. Après des mois et des mois de stage, j'ai eu une possibilité, je devais faire un choix. J'ai eu la possibilité de rentrer dans le monde d'ONG et tout ça. Et ça m'a vraiment passionné. Donc, je suis allé en tant que traducteur dans une ONG au Tchad, Good Neighbor. Et après quelques semaines, ils ont beaucoup apprécié mon profil. Donc, ils sont partis. Et puis, le DG de ce moment partait pour créer une nouvelle ONG. Donc, il m'a appelé. Il a dit, écoute, on n'a pas travaillé depuis très longtemps, mais je pense que tu as un fort potentiel. Donc, est-ce qu'on peut créer une nouvelle ONG? Donc, je suis parti avec lui. J'aimais l'idée de commencer quelque chose de zéro et construire une entité. Et puis, on a construit l'ONG. Ça s'est bien passé 2 ans, un peu plus de 2 ans plus tard. Je suis parti parce qu'au fil du temps, chaque fois que je bossais, j'avais des obstacles, beaucoup d'obstacles au travail d'ONG, ce que je ne comprenais pas parce que de base, on essaie d'aider les gens. Mais après avoir eu tous ces obstacles-là, je me suis rendu compte qu'il fallait plus de muscles, plus de connaissances pour faire face à ces choses. Exactement. Et donc, étant donné que la plupart de nos difficultés avaient un caractère juridique, ça m'a intéressé de pouvoir poursuivre ce chemin. Et donc, lui, il m'a accompagné dans ce processus où il m'a fait des recommandations dont j'avais besoin. Et je suis parti pour étudier
le droit américain parce que j'ai une admission à une law school américaine en Virginie, mais qui se passait en Corée du Sud. Donc je suis parti à Pohang où j'ai étudié le droit américain principalement, et puis après je suis allé à DC pour faire le barreau. Après ça, 2020, Covid, prestation de serment et tout, Covid, et entre-temps, comme mon père était malade, j'ai décidé de rentrer. Je suis rentré, et l'une des choses les plus bizarres que j'ai affrontées là-bas, c'était le fait que beaucoup me disaient, si tu avais des diplômes français, on se connaît en fait, plus le système éducatif français, mais ton profil américain, là, on ne sait pas ce qu'on va en faire. Donc pour moi, c'était une étape importante, peut-être la dernière, avant de rentrer, m'installer définitivement. Donc c'est pour ça que je suis ici, pour compléter mon profil avec des diplômes qui sont plus reconnus au Tchad, et éventuellement rentrer pour pouvoir faire ce pourquoi Dieu a permis que je fasse tout ça. Donc voilà pourquoi je suis à Paris en ce moment. Et puis voilà. Long et impressionnant parcours. Vous avez dit tout à l'heure par rapport à votre diplôme et tout, quand vous êtes arrivé au Tchad, c'était pas facile de pouvoir avoir un travail parce que vous n'avez pas un diplôme français. Est-ce que ça fait partie des difficultés ou ça fait partie des épreuves que vous avez eu à endurer lors de votre parcours? Oui, parce que, en fait, il y a un paradoxe bizarre. Quand moi je suis ici en France, les gens respectent beaucoup le diplôme américain que j'ai, donc du coup, il y a plus de possibilités. Quand je suis au Tchad, ça semble juste beaucoup trop lointain. Et surtout dans le domaine du droit, il y a par exemple le système américain, c'est le common law. Donc le système juridique, il est très différent du système franco-germanique, on va dire ça comme ça, qui est civiliste, et donc civil law, le droit civil. Et donc ça fait qu'effectivement, je comprends le fait que le système juridique soit différent, mais lorsqu'on travaille sur des contrats, lorsqu'on élabore des arguments de défense, ainsi de suite, ça, ce n'est pas un grand facteur. En termes de procédure et tout ça, c'est différent, mais le système, la différence n'est pas du type à empêcher quelqu'un d'exercer, à mon sens, mais ça a été le cas, et il faut aussi reconnaître que le milieu juridique est très conservateur. Donc forcément, ça fait que beaucoup de gens m'ont dit, écoute, certains, parce qu'ils ne le connaissaient pas, juste ce diplôme, il sert à quoi? Est-ce que ça veut dire que tu es vraiment bon? Ils ne le savent pas. Donc il y a ça. Et ceux qui le connaissaient ont estimé pour certains que, écoute, avec ton profil, c'est trop lourd, on ne peut pas te payer ce qu'on paye ici. Donc, du coup, il y a des gens qui m'ont dit clairement, ton profil, il va coûter trop cher. Donc, on ne peut pas t'employer dans ce sens. Et donc, voilà à peu près, quelques difficultés auxquelles j'ai fait face. D'accord. Et aussi, tout à l'heure, tu as mentionné, je m'excuse, le fait d'avoir travaillé aussi dans les ONG et tout. Entre le terrain et les diplômes et tout, qu'est-ce qui t'a vraiment marqué? Pour moi, j'ai beaucoup plus appris sur le terrain. Ok. J'ai beaucoup étudié en réalité, j'ai beaucoup étudié un peu partout sur pratiquement tous les continents que j'ai visités. J'ai eu la possibilité de visiter quasiment tous les continents. Et je me rends compte que quelle que soit la différence, quel que soit ce qu'on étudie, lorsqu'on entame une étape professionnelle, lorsqu'on bascule dans la vraie vie, on réapprend en fait. Il y a des choses qui sont très théoriques et qui sont utiles dans la vie, mais pour moi, l'école, avec du recul, c'est juste un cadre qui te permet de fasciner une manière d'analyser les choses et de regarder un certain nombre de situations dans la vraie vie. Ça veut dire que quand tu es avocat, ton parcours te permet d'avoir une logique juridique que tu appliques à tout au quotidien. Mais lorsque tu arrives au Tchad, par exemple, où si tu dois gérer un certain nombre d'affaires, il y a la réalité, il y a des mentalités, il y a des choses que tu dois prendre en compte. Et ça ne s'apprend pas à l'école. Donc, comme on dit, il y a l'école de la vie, il y a la vie à l'école et puis il y a l'école de la vie. Donc, après la vie à l'école, il faut entamer l'école de la vie et recommencer pour pouvoir apprendre et être efficace sur le terrain. Ok. Alors, aujourd'hui, on peut dire que toi, tu as quand même pu expérimenter les deux. Mais tu pouvais bien décider malgré tout de t'installer au Tchad. Mais tu as préféré résider ici en France. Pourquoi ce choix? Pour moi, c'est transitoire. Comme moi, tout ce que j'ai fait, il y a un principe qui a guidé tous mes choix. Je fais quelque chose qui me passionne, quelque chose qui me plaît. C'est pour ça que j'ai fait beaucoup de choses qui, en apparence, peuvent paraître décousues, mais ça n'a jamais été le cas. J'ai fait des choses qui me passionnaient. J'ai joué au foot très sérieusement jusqu'à ce que je n'ai pratiquement pas le temps de le faire. J'ai chanté à l'église, j'ai fait un peu de la musique un tout petit peu. J'ai fait du podcast, c'est pas mon domaine de prédilection. Je fais de la conférence, je me retrouve
trouve à avoir plein de choses, mais je fais vraiment ce qui me passionne. Donc, je suis en France parce que c'est utile, comme j'ai dit tantôt, pour faire une transition vers ce que je voudrais vraiment faire, m'installer, travailler en Afrique de façon générale. Ce n'est pas qu'au Tchad, mais ça m'intéresserait beaucoup de travailler en Afrique. Pour le moment, je suis ici. Ça fait partie de ce que je considère comme la formation. Le système, quand on est confronté un peu à l'Asie, il y a une manière de travailler. Quand on va en Amérique, il y a une manière de travailler. Quand on vient en France aussi. Et je pense que pour le contexte africain, en tout cas, si c'est pour exercer dans l'Afrique francophone, c'est une transition qui est très utile parce que du coup, ça me donne beaucoup plus d'ouverture si je suis en France avant de rentrer n'importe où en Afrique, ce qui, comme j'ai dit, m'intéresserait beaucoup. Oui. Ok. Tu as évoqué tout à l'heure podcast dans tes propos. Justement, j'allais y arriver. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus? Pourquoi avoir créé le podcast? Est-ce que c'est pour un intérêt personnel ou c'est pour un besoin collectif? Comme je dis, au fil du temps, j'ai eu la possibilité de rencontrer beaucoup de personnes. Et c'est triste de dire, mais plus on rencontre des gens, plus on se rend compte qu'il y a une forme d'hiérarchie je n'ai pas envie de dire de race, mais lorsqu'on voyage partout dans le monde, on rencontre des gens et puis sans parler, on se donne une importance plus grande ou plus petite selon la personne qu'on a en face. Je pense que quand on est noir africain et qu'on va dans le reste du monde, c'est quelque chose dont on doit être conscient. Qu'on le veuille ou pas, quand on va venir ici, il y a un certain regard qu'on porte sur l'homme noir africain. Le podcast, pour moi, c'est une manière déjà de briser cette perception qui est souvent erronée. Il y a beaucoup de gens qui pensent que les Tchadiens sont quelque chose, que les Ivoiriens sont quelque chose, que les Congolais sont quelque chose. En tout cas, que l'homme noir africain représente quelque chose qui n'est pas forcément vrai. Parce que nous n'avons jamais pris le temps de nous asseoir et de dire voilà qui nous sommes, voilà ce que nous pensons, voilà notre perspective par rapport au reste du monde. Et moi, je suis très intéressé par les podcasts, surtout afrophiles, qui évoquent différentes thématiques. Parce que du coup, c'est une manière de nous affirmer. Et c'est important que nous prenions le temps de nous asseoir pour dire effectivement ce que nous pensons, ce que nous n'aimons pas, quelles sont nos aspirations. Et ça, c'est important pour que le reste du monde puisse peut-être remettre en question sa perception de l'Afrique. Aujourd'hui encore, vous partez dans certaines parties du monde, c'est facile de trouver des gens qui pensent qu'en Afrique, on vit dans les arbres. Ça existe jusqu'aujourd'hui. Là. Quand on voit, il y a des zones dans le monde où on n'a jamais vu de noirs. Donc, quand on vous voit, les gens paniquent et tout ça. Donc, ça fait partie de ces choses-là qu'il faut déconstruire un peu dans la mentalité, je veux dire globale, mais aussi il faut prendre le temps de s'affirmer. Ça, ce n'est qu'une plateforme qui donne la liberté à tous les invités qui arrivent ici de dire ce qu'ils veulent, ce qu'ils pensent et aussi de faire comprendre au reste du monde que nous ne sommes pas monolithes. Ça veut dire que nous ne sommes pas liés, nous ne croyons pas tous aux mêmes choses. On a une diversité d'opinions, on est en désaccord parfois, mais tout ça fait partie de qui nous sommes. Et que parmi nous, il y a des champions, des gens qui ont fait des choses exceptionnelles qu'il faut mettre en valeur. Il y a des gens qui font des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord et qu'il faut dénoncer aussi. Donc, c'est juste un espace d'expression pour tout ce qui est afro, pour tout ce qui est afrophile, je précise, parce que je n'ai pas envie de... Il y a beaucoup déjà d'afrophobie dans le monde, je n'ai pas envie d'ajouter à cela. Donc, l'idée, c'est de donner une nouvelle perspective de cette Afrique qu'on ne montre pas à la télé. Alors, merci, mais je suis quand même un peu curieuse. Au-delà de tout ce que tu as fait, voilà, le droit et toutes les autres formations et tous les autres diplômes que tu as eus, je voudrais ajouter quelque chose. Peut-être que les internautes ne le savent pas, mais je voudrais juste que tu nous en dis plus, en fait. C'est par rapport à ton cabinet, Lex-Domus. Lex-Domus, c'est... un espace, en tout cas un cabinet que j'avais mis sur pied depuis 2022. Et l'idée, c'était de créer, pour moi, l'aspiration qu'il y avait derrière Lex-Domus, c'est de créer la maison du droit. Un espace où on parle droit, parce que le métier, ou en tout cas les connaissances juridiques sont très... il y a comme un mythe autour.
Donc, il faut déconstruire cela. Il faut rendre le droit populaire. C'est pour ça que je pense que ça va renforcer le métier d'avocat. Les connaissances juridiques doivent être vulgarisées. Ça permet de protéger des gens. Si tout le monde connaît son droit, c'est une avancée énorme pour la société. Et ça m'inspire ce besoin de mystifier le droit. Pour moi, je l'ai tiré un peu de mon expérience américaine. Tous les Américains savent quel article de la Constitution parle de freedom of speech, la liberté d'expression, le droit de porter les armes, quel est l'article, les procédures policières et tout ça. C'est très populaire. C'est vulgarisé à travers des films, c'est vulgarisé à travers différentes formations, ou sur les réseaux, il y a beaucoup de gens qui prennent la parole pour expliquer juridiquement ce que ça veut dire. On n'a pas ce scénario dans le monde francophone de façon générale. Donc pour moi, l'ex-domus, c'était de créer une maison du droit pour permettre aux gens, aux citoyens lambda, de pouvoir accéder au droit. C'est un peu, on va dire, sans être insultant, le droit pour les nuls. Pour les gens qui ne sont pas forcément juristes, c'est une manière de leur dire simplement ce que ça veut dire. Parce que le droit affecte la vie de tout le monde, qu'on le veuille ou pas, qu'on en soit conscient ou pas. Autant connaître un peu les bases. En tout cas, l'idée, ce n'est pas de faire des experts, mais c'était autour de cette thématique que le cabinet a été mis sur pied. C'est pour ça qu'on a fait une série de choses autour déjà de la liberté d'expression, pour permettre aux gens de s'exprimer. Et en s'exprimant, on essaie de délimiter un certain nombre de choses. Donc, il y a eu pas mal d'initiatives dans ce sens. La plus notable, c'est justement le conciliabule. Donc, voilà à peu près l'idée derrière cela, au-delà d'offrir naturellement des services juridiques, des consultations diverses. D'accord. Au-delà de toutes ces choses à influencer, impacter, parce que grâce au conciliabule, c'est quand même un concept qui réunit, comme je l'ai dit tout à l'heure, pas mal de personnes autour des thématiques assez intéressantes quand même, qui gangrènent notre société. Mais quelles sont tes ambitions pour demain? Est-ce que ça va toujours tourner autour des mêmes sujets, des mêmes projets, ou est-ce que tu comptes essayer d'aller vers des directions qui sont un peu plus différentes de celles que tu suis là maintenant? A priori, je ne m'interdis rien. Comme j'ai dit, moi je fais ce qui me passionne. Si dans un an, je suis passionné par l'agriculture, je vais laisser tout ça, je pars m'asseoir, je fais le chant, si ça me chante. Mais je fais des choses qui me rendent heureuse et qui me satisfont pleinement. Mais je pense que pour le moment, la ligne directrice, c'est de rester dans le droit naturellement, dans le métier, en tout cas, ou les métiers du droit ou autour du droit. Mais aussi avoir un pied dans l'influence, parce que là, on a mis sur pied le cabinet et je m'en conseille qui commence à être opérationnel, parce que l'idée, c'est de briser certaines lignes. Et le droit ne fait pas toujours tout. Il faut, pour que le droit marche, il faut bien que quelqu'un décide de constituer le droit. Exactement. Et donc, ce serait bien d'avoir un pied dans ce monde-là. Et ça fait un moment que je le fais au Tchad, ici en France, en Corée, aux États-Unis, mais de façon très non officielle, on va dire ça comme ça. Donc, j'ai décidé de formaliser tout ça pour pouvoir faire avancer certaines thématiques qui me tiennent à cœur. Mais donc, c'est un peu ça la ligne directrice, de rester dans le droit et d'accroître dans le domaine de l'influence pour pouvoir faire avancer un certain nombre de choses à travers le cabinet et je m'en conseille qui est déjà opérationnel. D'accord. Alors, tu parles souvent des relations internationales dans tes tweets et sur Facebook et tout ça. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Qu'est-ce qui... Oui, moi de base, je suis, comme j'ai dit, je voulais être diplomate, donc je suis passionné de la relation internationale. Et aussi, je suis très conscient du fait qu'aujourd'hui, en 2025, il n'y a aucun pays qui est en autarcie. Donc, les interactions que nous avons avec le reste du monde impactent le citoyen au quotidien. On peut ne pas aimer ce que tel ou tel autre pays fait ou ne fait pas, mais ces interactions-là, en tout cas l'échange entre les États, impacte le citoyen au quotidien. Si on décide de signer des accords politiques ou en tout cas économiques avec tel ou tel pays, ça peut donner lieu à des investissements, ça peut impacter au quotidien. C'est pour ça que je parle de cela. Parce que il y a une réalité qui est très... Il faut être froid dans l'analyse lorsqu'on parle de relations internationales. On ne peut pas
parler sur le principe de l'amour. On s'aime ou on ne s'aime pas, ça ne compte pas en relation internationale. Donc, mon regard sur les relations internationales vient de là, mais aussi de l'influence que j'ai. Moi, j'étais à l'IRIC. J'ai eu, je pense, ce que je considère comme les meilleurs experts en relations internationales en Afrique et peut-être dans le monde. J'étais étudiant du professeur Jean-Emmanuel Pondy qui faisait des analyses par rapport à l'Afrique, à la Libye. Et c'est lui qui, à travers ses présentations, m'a fait aimer le panafricanisme. Je ne parle pas de ce nouveau panafricanisme assez, tu sais, populiste et tout. On essaie de faire de l'activisme de relations internationales. Non, mais je parle du panafricanisme intellectuel, celui qui construit l'Afrique, celui qui est concret et qui affecte les gens, en fait, qui travaille sur le logiciel, comme j'aime le dire, la perception de ce qu'il y a, définir un paradigme africain qui soit efficace pour les Africains, au lieu de faire juste de la propagande pour tel ou tel autre pays. Donc, c'est pour ça que je parle toujours des relations internationales, parce qu'aujourd'hui, effectivement, tout ce qu'il y a comme mouvement dans nos pays, mouvements sociaux et tout ça, dès qu'on a un regard et qu'on suit les différentes sources d'informations qui créent ces mouvements-là, c'est automatiquement lié aux relations internationales et de ce qu'on fait croire aux gens en relations internationales. Donc, c'est une manière d'appeler les gens à prendre conscience qu'effectivement, il y a des choses qui se passent un peu partout dans le monde et qui nous impactent. Et donc, on doit être conscient de tout ce qui se passe parce qu'on ne peut plus être en autarcie et isolé, en tout cas, juste entre nous et traiter de nos thématiques domestiques. D'accord. Selon toi, quels sont les principes qui devraient guider les relations internationales au Tchad? Au Tchad, tout comme en Afrique, en tout cas comme les pays qui ont des relations internationales efficaces, en commençant par que ce soit les États-Unis et la France ou l'autre, il y a un principe qui est très populaire. Les États n'ont pas d'amis, mais que des intérêts. Ça, c'est le réalisme en relations internationales. Ça veut dire qu'il faut être égoïste en relations internationales. On part en relations internationales ou en rapport avec les gens en essayant de tirer le maximum de bénéfices possibles. C'est pour ça que moi, j'ai même tendance à dédouaner certains pays. Aujourd'hui, effectivement, il y a un mouvement très fort en Afrique francophone qui est le rejet des politiques françaises en Afrique. Effectivement, ce mouvement-là, s'il est légitime pour les Africains, j'ai envie de dire que nous, on a participé un peu à ça aussi. Parce qu'un pays sérieux pense sa politique, voit là où il y a ses intérêts, il va les chercher. Ça s'arrête là, il n'y a pas de on aime ou on n'aime pas ceci. Donc, lorsqu'on dit oui, la France ne nous aime pas, la France n'était pas censée nous aimer au départ. Elle développe des politiques et on commet l'erreur de penser que la politique africaine de la France est unique. Mais dans chaque pays, il y a des intérêts qui sont très spécifiques. Ce que la France veut au Tchad, ce n'est pas la même chose qu'elle veut en Côte d'Ivoire ou au Sénégal ou au Gabon. Donc chaque pays doit regarder qu'est-ce que ce pays-là veut. OK, si vous voulez par exemple une coopération militaire avec le Tchad, en échange, nous, on veut un investissement économique de telle ou telle valeur. On gagne dedans, ça s'arrête là. On ne part pas sur les « on nous aime ou on ne nous aime pas ». Ça, c'est secondaire, ça. Donc, pour moi, le principe directeur, le plus efficace en relations internationales, c'est le réalisme. La théorie réaliste marche aujourd'hui. C'est pour ça que « Make America Great Again » de Donald Trump, c'est populaire aux États-Unis, mais c'est efficace lorsqu'on voit quelles sont les décisions qu'il prend sur la scène internationale. Il faut couper l'argent à des organisations qui ne nous arrangent pas. Il faut signer des accords avec des pays qui, on dit qu'ils ne respectent pas les droits de l'homme, mais ils ont des milliards. On va chercher les milliards parce que notre pays en a besoin. Et c'est la seule chose qui doit guider. C'est pour ça qu'en relations internationales, lorsque je parle du logiciel. Qui on décide de travailler avec en tant que pays, ça ne m'intéresse pas spécialement. Mais on doit avoir un paradigme qui nous permet d'analyser toutes les relations internationales de façon équitable. Il n'y a pas de bon pays, il n'y a pas de mauvais pays. Il y a des pays qui ont leur politique. Nous, on regarde quelle est la politique qui nous arrange et puis on accepte, c'est tout. Exactement. Parce que nous, on a tendance à dire, on n'aime pas tel pays, donc on est plus dur avec ce pays. On aime tel pays, donc oh, c'est pas grave, il faut essayer autre chose, il faut tenter. Mais ça, c'est ridicule en relations internationales. Lorsqu'on va négocier avec des grands pays, ils regardent et puis on a l'air de gamin lorsqu'on est sur des tables de négociation. D'accord. Alors, merci déjà. Je voudrais savoir une autre chose, toujours en relations internationales. J'ai vu dans une de tes vidéos TikTok que tu parlais de la Chine et aussi du traitement, voilà, des salariés d'une entreprise, je dirais comme ça, au Tchad. Est-ce que tu peux nous en dire plus ?
Je parlais de deux choses en rapport avec la Chine. La première, c'est justement le traitement des salariés de CNPC spécialement. Mais ça, c'est symptomatique de quelque chose de plus grand. Aujourd'hui, déjà socialement, lorsqu'en Afrique, quelqu'un travaille, il y a un impact énorme sur une famille. C'est-à-dire que lorsqu'une personne travaille, il y a de grandes chances qu'il y ait 20-25 personnes qui soient nourries par ce travail. Donc, la vie professionnelle est importante. Le domaine du pétrole paye bien. Donc, lorsqu'on est dans le domaine du pétrole, socialement, tout le monde estime qu'on est riche. Et donc, si on a des problèmes, c'est des problèmes de riches, ce n'est pas des problèmes de masse. Donc, on a tendance à laisser les pétroliers gérer leurs problèmes. Mais la réalité, c'est que lorsqu'on rentre dans des entreprises pétrolières spécialement, et on peut l'appliquer à d'autres domaines, les expatriés sont payés 2, 3, 4 fois plus cher. Peut-être pour certaines entreprises encore plus grandes. Et la CNPC est symptomatique de cela parce que le syndicat des pétroliers en a parlé à une conférence, il y a eu beaucoup de critiques là-dessus. Et lorsque ces entreprises signent des accords, il y a des accords qui disent qu'après 2 ans, le poste doit revenir à national. Ce n'est pas une question de méchanceté ou de ne pas aimer ou d'aimer la Chine. Ce n'est pas ça la question. C'est qu'il y a des principes qu'il faut respecter. Il faut créer un principe d'équité. Vous ne pouvez pas avoir des gens qui travaillent, qui font exactement la même chose et l'un qui gagne 4-5 fois plus. Sur le principe, si c'est des nationaux qui sont mieux payés à cause de leurs compétences, ainsi de suite, ça se comprendrait. Il faut justifier pourquoi est-ce que l'un est payé 10 fois que l'autre, qui fait exactement la même chose et surtout s'il est plus qualifié que lui, pourquoi il gagne 10 fois moins. C'est ça mon premier problème. Le deuxième problème, c'est que ce qui se passe au Soudan, là, c'est en train d'arriver au Tchad petit à petit. Parce que ça fait 20 ans, ça a commencé aux alentours de 2003, donc pratiquement 20-22 ans déjà, qu'il y a un flux de réfugiés soudanais qui arrivent au Tchad, qui entrent. Lorsqu'on critique la vie politique, l'un des arguments qui est très récurrent, c'est oui, c'est les Soudanais qui gèrent le pays. C'est ce qu'on dit toujours lorsqu'on critique le régime en place. Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire? Il y a beaucoup de flux et il y a une guerre qui ne cesse pas et qui nous envoie des réfugiés de façon très régulière. Ce qui se passe là-bas, on doit faire attention parce que ça se déporte petit à petit chez nous. Et lorsqu'il y a des armes, par exemple, qui sont complètement interdites, j'ai même cité des types d'armes qui ont été utilisées, et ce n'est pas moi. Ça, c'est des rapports publics. Des différentes ONG qui ont fait des rapports pour dire il y a telles armes qui sont utilisées, ça crée des masses, ça fait atteindre à la guerre un autre niveau. Donc, stratégiquement, ça n'a pas de sens qu'on soit assis comme si c'était trop loin, puisque ce qui se passe là-bas arrive chez nous. Donc, c'est pour ça que je parle du rôle de la Chine. Enfin, dans les vidéos, j'ai évoqué ces deux choses. Je parle de ça aussi pour dire que, effectivement, la Chine, c'est notre plus grand partenaire économique. Si notre plus grand partenaire économique est en train d'alimenter la guerre chez notre voisin, c'est peut-être parce qu'on doit faire attention avec qui on s'engage. C'est pour ça que je reviens au principe. Qu'est-ce qu'on gagne avec la Chine? Est-ce que ça nous arrange? Et surtout, quel est le sacrifice qu'on fait pour pouvoir travailler avec tel ou tel pays? Et donc, la Chine, c'est un exemple que j'ai utilisé pour illustrer que, écoute, on peut aimer ou ne pas aimer un pays, mais on doit être froid. Et là, il y a des risques, il y a des dangers qui existent, notamment le traitement des locaux par rapport aux expatriés dans le cadre professionnel, mais aussi l'implication dans les guerres. Parce qu'on a toujours dit que la Chine ne s'intéresse pas à la politique. Et pourtant, s'il y a des armes chinoises qui sont fabriquées et qui font des guerres en Afrique, c'est peut-être parce qu'on ne le sait pas, mais ça veut dire que c'est une forme d'implication dans la guerre et dans la politique de ces pays. D'accord. Merci pour cette intervention. Alors, je voudrais savoir une dernière chose. Dans ton activité d'avocat, est-ce que tu pourrais nous dire exactement quelle est ta spécialité et comment est-ce que tu l'exerces ici en France? Je fais beaucoup de droit des affaires, je vais dire ça comme ça, de façon générale. C'est plus, même si j'aime beaucoup le droit pénal, je fais beaucoup plus de droit des affaires. Parce que, je suis inscrit au barreau de Washington, donc je ne peux pas aller au tribunal en France pour plaider une affaire. Je ne peux pas aller au tribunal au Tchad. Il faut que je m'inscrive dans ces barreaux-là, ce qui n'est pas encore le cas. Donc, je fais beaucoup de droits des affaires, de consultance, je fais ça. Le plus grand secteur dans lequel j'agis, c'est l'investissement international, l'investissement privé. Il y a beaucoup d'acteurs qui ont envie d'investir au Tchad avec qui on travaille, que ce soit en travers de conseils, en travers d'accompagnement, en travers de contacts dans le cadre de différentes négociations qu'ils font. Parfois, on les accompagne sur le terrain pour rencontrer des personnalités et faire en sorte que leur cause, en tout cas, soit entendue par les bonnes personnes pour faire avancer. Parce que lorsqu'on fait de l'investissement international,
on ne fait pas que du droit. Non. C'est impossible, littéralement, de ne faire que du droit parce que ça ne suffit pas en général. Il faut connaître la culture des pays, accompagner justement ces acteurs. Donc, même si je réside en France, je travaille principalement en Afrique, principalement au Tchad. Et en termes d'intervention, j'accompagne en tout cas beaucoup d'entreprises internationales qui ont envie de s'établir pour qu'ils puissent rencontrer des gens, négocier des accords jusqu'à ce qu'ils signent des documents. À partir de là, il y a beaucoup d'autres entités qui peuvent prendre le relais sur le plan local pour les accompagner dans les recrutements, ainsi de suite. Donc voilà à peu près ce que je fais principalement dans le domaine du droit. D'accord. Alors, s'il y a un jeune aujourd'hui qui te regarde et qui voudrait suivre tes pas, qu'est-ce que tu lui dirais? J'ai envie de dire de ne pas suivre mes pas, mais de définir les pas que Dieu lui indiquera. Moi, j'ai voulu être diplomate. Et puis, je suis aujourd'hui avocat. Et comme j'ai dit, j'ai fait tellement de choses parce que ça me passionnait. En général, c'est une approche qui n'est pas très fructueuse lorsqu'on change de domaine aussi régulièrement que c'était mon cas. De trouver sa recette, parce que la même chose ne marche pas à tout le monde. Pour moi, je peux le partager sans hésiter. Il y a eu 3 facteurs qui m'ont aidé. Je ne connais pas rêver petit. Je rêve toujours que si on me demande de rêver, je vais dire la chose la plus folle possible. Parce que moi, je suis né au Tchad, j'ai grandi au Tchad. Je ne viens pas d'une famille nantie. Donc, pourquoi est-ce que quelqu'un de mon profil va s'asseoir et dire hey, j'ai envie d'être avocat aux États-Unis? C'est fou. C'est plus facile de dire j'ai envie d'être une personnalité ici, n'importe où, aller dans telle entité. Mais le fait de s'asseoir et de dire hey, j'ai envie d'être avocat aux États-Unis, c'est complètement fou. Donc, c'est pour ça que je dis pour moi, j'ai rêvé grand. Parce que je ne connais pas rêver petit. Deuxième chose, c'est que je connais bosser. S'il y a quelque chose qui ne peut pas me dépasser, c'est le travail. S'il faut s'asseoir et faire jusqu'à des heures, des jours d'affilée de boulot, je n'ai pas de problème à cela. Et aussi, moi, j'ai la foi. Moi, il n'y a que ma foi, en fait, qui me porte. Parce qu'il y a tellement de situations que je n'aurais jamais pu envisager sans la foi. Mon parcours, en réalité, même si avant, j'avais l'impression que je contrôlais, spécialement mon parcours de départ, de dépôt de la candidature jusqu'à ma formation, jusqu'à mon admission au barreau des États-Unis, ça c'est pleinement c'est le choix de Dieu. C'était même pas le mien, parce que moi de base le métier d'avocat c'est pas mon premier choix. Même si j'aimais, ça me paraissait distant. C'est la réalité qui fait que je me suis pris d'amour pour ce métier beaucoup plus tard que la plupart des gens qui, dès le bac, savent ce qu'ils veulent faire. Je veux faire du droit, devenir avocat. Moi, je voulais faire la diplomatie. Et puis, plus tard, c'est arrivé beaucoup plus tard que la plupart des gens. Mais quand je me suis engagé là-dessus, c'était vraiment un grand rêve qui semblait inatteignable, un travail acharné et de la foi. Et puis, Dieu a fait le reste pour que ça marche. Donc, voilà. Parfait. Alors, nous allons passer à l'étape 2 de notre émission, qui est la phase questions-réponses. D'accord. Tu es prêt? Oui. D'accord. Alors, dis-nous, c'est quoi ton livre préféré? L'Alchimiste, Paulo Coelho. L'Alchimiste, c'est mon livre préféré. D'accord. Ta chanson ou musique préférée? J'ai plusieurs musiques que j'écoute tout le temps. J'aime beaucoup Rise Up de Andrade. Et une des musiques que j'écoute, et souvent quand je suis seul, c'est une musique de Big Sean, Kanye, One Man Can Change the World. Un homme peut changer le monde. J'aime beaucoup ce son. C'est très reposant. Intéressant. Alors, c'est quoi ton film ou ta série préférée? J'aime beaucoup les films J'aime beaucoup Le Parrain. J'aime beaucoup Le Parrain, les différentes versions du Parrain. Je dirais quoi d'autre? J'aime beaucoup Scarface. Mais peut-être le film que j'aime, que j'ai regardé trop de fois. Tu connais War Room? Oui. J'aime beaucoup ce film-là. Intéressant. Alors, dis-nous, si tu devrais dîner avec une figure historique, qui choisirais-tu? Ah, Jésus. Je choisirais Jésus. Je choisirais Jésus parce que
2000 ans plus tard. C'est le Fils de Dieu, en fait. Il y a tellement de... J'ai trop de questions à lui poser. D'accord. Et j'ai trop de conseils à lui demander. D'accord. Donc, Jésus, ouais. Ok. Quel est le conseil le plus précieux que tu as reçu? Le conseil le plus précieux que j'ai reçu... une combinaison de deux choses. C'est... En fait, la vie, c'est comme... Lorsqu'on vit, c'est comme si on est en guerre. Si pendant ce parcours de guerre, il y a quelqu'un, un de nos éléments qui tombe, on continue d'avancer. On ne s'arrête pas pour dire, écoute, on a perdu un élément, donc la guerre s'arrête. Non, on continue d'avancer jusqu'à ce que le dernier ne soit plus capable de combattre. Ça, c'est pas... Donc, ça veut dire qu'il faut continuer d'avancer. Ouais. Et l'autre aspect, c'est toujours la même chose, un peu différemment. Il faut être patient et continuer d'avancer. D'accord. Il faut continuer d'avancer avec beaucoup de patience et beaucoup de sagesse, parce qu'il y a toujours des obstacles, il y a beaucoup de choses, mais ne jamais s'arrêter, continuer d'avancer essentiellement. Oui. Ok. Quelle est la qualité que tu apprécies plus chez les autres? La loyauté. La loyauté. Je ne veux pas douter des gens avec qui je bosse. Je ne veux pas penser que je n'ai pas le temps. Ça prend trop d'énergie de douter des gens. Les gens font quoi? Non, je n'ai pas le temps pour ça. D'accord. Donc, la loyauté, oui. Ok. Comment est-ce que tu définis le succès? Être utile. C'est-à-dire, l'idée pour moi de succès, c'est si je peux m'asseoir chez moi, prendre mon téléphone, un appel, un message, quelque chose, et que je peux changer la vie de quelqu'un d'autre, positivement, en tout cas, changer la trajectoire de la vie de quelqu'un pour qu'elle soit bien meilleure. Pour moi, j'aurais le sentiment d'avoir été utile. C'est pas, tu peux avoir des milliards et tu ne sers à rien. Donc, c'est-à-dire, c'est pas l'argent. Tu peux avoir le pouvoir et puis tu peux rien faire. C'est pas ça. Mais l'utilité, c'est d'atteindre un niveau où tu peux changer la vie des gens. Donc, tu es utile aux gens. Ça, c'est le succès pour moi. D'accord. Quelle est ta destination idéale de vacances? J'hésite entre Zanzibar et j'ai vu un endroit, je pense que c'est au Botswana ou en Namibie, un désert. C'est magnifique et j'ai envie d'aller là-bas. D'accord. Qu'est-ce que tu refuserais de sacrifier, même si c'est pour réussir? Ma foi. Jamais. Ça ne vaut pas la peine. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Donc, il y a des limites. Il faut avoir des limites. Il faut avoir un prix. Pour chaque chose, il y a un prix à payer. Parfois, c'est le temps. Parfois, c'est ceci. Et moi, je ne suis pas prêt à payer tout pour... Non, ça ne vaut pas la peine. Je préfère avoir l'impression que je n'ai pas réussi plutôt que de vendre mon âme ou de perdre ma foi. Non, ça ne vaut pas la peine. Ok. As-tu déjà senti une fois que Dieu t'a répondu clairement? Oui, quand je peux même raconter l'anecdote. Quand je faisais mon parcours pour être avocat, j'ai eu une admission. Et j'étais au Tchad, je n'avais pas d'argent ce jour. Donc j'ai eu la lettre, on me dit tu as 10 jours à peu près pour envoyer le dossier, sinon tu n'es pas retenu. Et donc j'ai parlé avec Park qui m'a aidé, qui est mon mentor pratiquement. Donc il m'a dit, écoute, je paye ton billet parce que j'étudiais à Ouaga, donc je paye ton billet jusqu'à Ouaga et puis débrouille-toi. Je ne sais pas ce que tu vas faire, mais aller-retour Ouaga, je paye le reste. Je ne peux pas faire plus que ça. D'accord. Et donc, j'appelle, je prends mon billet. Et vendredi, je me souviens, c'était un vendredi, j'arrive là-bas. Dès que j'arrive à l'aéroport, j'ai pris une moto pour aller à l'ENAM et puis je leur ai expliqué, écoutez, j'ai besoin de mon diplôme. Ça fait l'attestation qu'ils ont donnée, c'est valable pour 3 ans, je pense. Et donc, elle était plus valable. Donc, j'ai besoin de l'original de mon diplôme. Mais on me dit, mais le monsieur qui a le diplôme dans son bureau, il est déjà parti. Donc, je suis sorti de là complètement découragé parce que je savais on est vendredi ou plutôt lundi. Je vais venir lundi, il faut attendre jusqu'au milieu de semaine. Exact. Donc, je suis sorti là, j'ai assisté, assis sur les dalles de l'ENAM. Je suis resté là, j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, toi-même, tu sais que je ne devais pas être là. Mais si je suis arrivé ici, c'est toi qui as permis que j'arrive là. Donc, maintenant que le monsieur il n'est pas là, mais on m'a dit son nom. Donc, pendant que j'étais assis, j'entends quelqu'un qui crie le même nom que la secrétaire m'a dit. Et puis, je me suis tourné, j'ai dit, mais attends. Et puis, je suis allé, j'ai rien dit, j'ai juste suivi le monsieur. Il est venu, il a ouvert son bureau, il me demande, mais monsieur, vous voulez quoi? En fait, j'étais venu pour vous voir, on m'a dit que vous étiez rentré. Et le monsieur me dit, j'ai oublié quelque chose dans mon bureau, c'est pour ça que je suis venu chercher, sinon moi j'étais déjà parti. Je suis allé là-bas, je l'ai vu, je lui ai expliqué, écoutez, j'ai une admission, je dois faire ça, j'ai besoin de papier et je n'ai pas le papier.
m'a demandé, il faut la preuve que tu as payé toute ta scolarité. Je lui ai dit, franchement, j'ai pas le papier là, le service, il est fermé. Ouais. Je dois repasser lundi. Et je lui explique que vu le délai qu'on m'a donné, si je reviens lundi, c'est mort. Ouais. Il m'a regardé et tout le monde avait déjà pris l'original de son diplôme. Hein. Il n'y avait que le mien qui était resté. Donc, il m'a regardé, il a dit, hey, lundi, je vais vérifier. Je ne suis pas sûr, mais je vais te donner. Si jamais lundi, je vérifie que tu n'as pas payé, c'est que c'est des problèmes. Ouais. Mais il y a ça. Je te donne et puis j'espère que je n'aurai pas de problème. Je lui ai dit non, mais moi, j'ai payé tout et tout ça. Même avant de prendre mon attestation, je lui ai expliqué. Il m'a dit, mais en tout cas, tant que je n'ai pas la preuve, il faut la preuve comptable et tu n'as pas la preuve. Donc mais il me l'a donné et puis je suis sorti de là. C'est maintenant que j'ai appelé Crépin chez qui j'ai dormi. Crépin m'a accueilli, j'ai dormi. Maintenant, j'appelle pour envoyer un mail, il faut traduire en anglais. Donc, je suis allé au ministère des Affaires étrangères. Comme par hasard, je suis tombé sur un ancien camarade de classe qui était dans ce service. Ah, waouh, la chance. Qui prend et puis qui traduit et qui me dit, moi, j'ai fini, mais c'est ma directrice qui va signer, c'est pas moi. Ouais. Et que ça prend du temps. Mais au ministère des Affaires étrangères, là-bas au Burkina, il m'a dit, écoute, on prend du café en attendant. Donc, on est allé s'asseoir au café du ministère. Pendant qu'on prend le café, il me dit, mais c'est la directrice là qui est assise là-bas. Donc, mais c'est bizarre. Là, elle a dit que il a discuté un peu avec elle. Elle a dit non, ça se fait pas parce qu'il faut prendre du temps de bien vérifier et tout et tout et tout. Et donc lundi, moi, j'étais découragé, je suis rentré. Il m'a dit attends quand même 2-3 jours, on va voir ce qui va se passer et tout. Je sais pas s'il est reparti lui parler. Tout. Mercredi, on m'appelle, me dit mais c'est bon, elle a déjà signé. Pourtant, on m'avait dit que ça pouvait prendre 2-3 semaines ou peut-être même jusqu'à 1 mois. Il fallait attendre. Ah ça. Donc 2 jours plus tard, il m'a appelé. Et là, j'ai pris le truc en anglais, je suis sorti, j'ai dit, Seigneur, bon, ça là, je sais que c'est toi qui as agi. Mais ça ne s'arrête pas là, en fait. Ouais. Quand moi, je prends ça, j'appelle, j'amène maintenant pour dire, je vais envoyer. On dit, non, il n'y a pas de... L'ambassade de Corée au Burkina, il faut aller à Abidjan. Ah, waouh. Donc, je dis, mais déjà, je n'avais pas d'argent. Quelqu'un a payé mon billet pour venir ici, je vais aller à Abidjan, comment Et donc, j'appelle, je lui dis, écoute, j'ai déjà tout, j'ai fini à Ouaga, mais apparemment, il faut aller à Abidjan. Je suis allé, j'ai demandé les prix des bus et tout ça. Il m'a dit, tu vas aller en bus, ça va prendre du temps. Bon, que je vais t'envoyer le billet. Il m'a encore envoyé le billet pour que j'aille à Abidjan. Donc, je prends le vol le même jour, le soir. C'est-à-dire, même jour, le billet, il est cher. J'ai pris le vol, je suis allé à Abidjan. Et c'est mon pote de Ouaga qui appelle son pote d'Abidjan pour dire, il y a mon gars qui arrive, il n'a pas où dormir et donc, essaye de l'accueillir. Ils sont venus me chercher à l'aéroport. J'ai dormi chez lui. Et j'appelle la dame maintenant de l'ambassade. J'ai un contact qui m'a donné un contact de l'ambassade de Corée. Le jour-là, il ne bossait pas. Donc, j'appelle. Et puis, la dame me dit, OK, moi, je ne suis pas au bureau, mais je peux envoyer quelqu'un prendre... Il y a une grande église, je pense que c'était à Djamé, devant une grande église, là. Il me dit, écoute, le monsieur va t'appeler et tu le trouves là, tu lui donnes juste le papier. Il va prendre et puis on va traiter ça la semaine prochaine parce que je ne suis pas disponible. Je lui dis, mais tu connais tes universités dans ton pays, là, ils ne sont pas patients, donc qu'est-ce qu'on fait? Il me dit, c'est ça. Maintenant, j'arrive, je trouve le monsieur me dit, il faut payer le truc de DHL, il faut payer les coûts de DHL pour que ça parte. Je lui dis, franchement, monsieur, j'ai pas d'argent. Je ne sais pas comment expliquer ça, j'ai pas d'argent. Là, si je pars au Tchad, je pourrais vous envoyer de l'argent. Mais là, ici, je n'ai pas d'argent à donner. Le monsieur me dit, je peux rien faire, parce que tu peux pas. Il me demande, mais comment tu peux imaginer que l'ambassade peut prendre juste ton dossier à envoyer sans que tu ne payes? Parce que l'ambassade n'a pas de budget pour envoyer les dossiers des gens. Donc, vu l'urgence, il faut que tu payes. J'ai appelé la dame, je lui ai dit, madame, moi, j'ai pas d'argent sur moi, donc la seule solution, c'est que je pars, je peux envoyer l'argent lundi. Et tout. Elle me dit, ok, d'accord, je vais payer, et lundi, tu envoies l'argent. J'ai dit, mais Seigneur, ça là, elle ne me connaît pas. Et par réflexe, je lui dis au téléphone, mais madame, vous ne me connaissez pas, comment vous savez que je vais vous payer? Elle me dit, le simple fait que tu me dises ça, ça me rassure que tu n'es pas malhonnête parce que tu aurais pu fermer ta bouche et partir. De toute façon, envoie l'argent. Je dis, est-ce que je peux vous envoyer l'argent? Elle dit, non, je suis diplomate, je ne vais pas aller faire ça. Donc, trouve tes frères, quelqu'un, tu envoies l'argent et puis ils vont déposer ça à l'ambassade. Donc, je suis parti. Et puis, elle a payé avec son argent, c'est parti. Et puis, lundi, je suis arrivé au Tchad. Lundi matin, je suis allé, j'ai envoyé l'argent, ils ont envoyé. Mais tout ce parcours, moi, je n'avais pas d'argent. Il n'y a rien qui était mon argent. C'est quand je suis revenu en N'Djamena que j'ai pu avoir de l'argent maintenant pour envoyer à Abidjan, pour pouvoir payer tout ça. Mais j'étais tellement pas au contrôle et beaucoup trop de personnes m'ont juste aidé comme ça. C'était pas... aucun de ces gens, c'était des gens que je connaissais personnellement. Donc, chacun est arrivé et dit, ok, d'accord, je vais t'aider. Et puis moi, j'étais choqué parce que je priais chaque jour avant. J'ai dit, Seigneur, si tu veux que je parte, j'irai. Si tu veux pas, c'est pas grave. De toute façon, ce que j'ai rêvé de faire là, c'est trop grand. Donc, si je fais pas, ça va pas. C'est pas une frustration, mais
puisque tu as déjà commencé. Et puis voilà, il a fini. Donc, je veux dire, c'est long, mais c'est pour dire, pendant tout mon parcours pour devenir, en tout cas, admission jusqu'à mes études, il y a beaucoup d'autres anecdotes pendant mes études et tout ça, ou même la préparation du barreau, je suis passé en une fois, alors que je suis francophone, je viens d'Afrique et tout ça. Les conditions d'études, en tout cas, les gens avec mon profil ne passaient pas généralement. Mais le Seigneur a permis que ça passe. Donc, mon parcours, pourquoi je suis devenu avocat, je sais que ça, c'est le plan du Seigneur. Et c'est pour ça que je m'assure à être utile à d'autres personnes. Il faut croire en Dieu. Hein. C'est très important. Toujours. Alors, dis-nous, Eric, c'est quoi le compliment le plus plaisant que tu as reçu? Je vais dire ça en anglais. You're good enough. C'est-à-dire, tu es assez bon. C'est-à-dire, tu es suffisamment bon. Good enough, ça veut dire beaucoup de gens... Bon, tu es assez bon. Bon, on va dire ça comme ça. Mais you're good enough. Je sais pas comment traduire ça de façon juste. D'accord. Alors, dis-nous la plus grande leçon que la vie t'a apprise. Que personne n'en a rien à foutre. En fait, je pense qu'on vit en se disant, oui, les gens regardent, qu'est-ce qu'il faut faire et tout ça, mais en fin de compte, il n'y a personne qui se préoccupe si tu réussis ou tu échoues. Il n'y a personne qui se préoccupe de comment tu es habillé, en fait. On pense que tout le monde est en train de nous regarder, mais chacun est un peu dans sa course. Exactement. Et je peux adosser à cela que j'ai appris d'être indulgent avec les gens. OK. Parce que tout le monde est en train de vivre pour la première fois, comme on dit. C'est pas comme s'il y a des vécus, il y a des gens qui ont... Tout le monde apprend sa vie. C'est-à-dire, je vis ma vie pour la première fois. C'est pas comme si j'ai vécu et je suis en train de refaire ma vie. Donc, je peux pas... C'est-à-dire, j'ai le droit de faire des erreurs. Autant j'ai le droit de faire des erreurs, autant les gens ont le droit de faire des erreurs. Donc, je peux dire que ce sont ces deux choses-là que j'ai apprises de la vie. Il faut être indulgent et surtout... Les gens n'en ont rien à faire, donc il faut se préoccuper de ce qu'on fait. D'accord. Alors, dis-nous, si ta vie devrait être racontée comme, je sais pas, comme un chapitre ou un livre, quel serait le titre? Veni, vidi, vici. Je suis venu, j'ai vu et j'ai vaincu. D'accord. Quelle est la leçon la plus marquante que tu as reçue des gens? La leçon la plus marquante, c'est que il faut être humble. Moi, j'ai rencontré plein de gens. Je pense que plus les gens sont puissants, plus ils sont humbles. J'ai rencontré tellement de gens que je ne suis pas censé rencontrer. Ça veut dire, je me suis retrouvé à des endroits où parfois j'ai un flashback. Je dis, mais comment j'ai fait pour être là? Je ne suis pas censé. C'est peut-être qu'une salle de personnes extrêmement puissantes. Et puis, le niveau d'humanité, en tout cas de gentillesse, d'accessibilité, est impressionnant en fait. Parce que je pense que c'est quand on a un petit pouvoir qu'on se gonfle, comme on dit. Mais quand on est vraiment à un certain niveau, je pense qu'il y a un niveau de liberté qu'on atteint et qui fait qu'on ne se prend plus la tête. Et donc, l'humilité. Les personnes les plus puissantes sont les personnes les plus humbles que j'ai rencontrées parce qu'ils se disent, écoute, j'ai rien à prouver aux gens, j'ai pas de... Il n'y a personne qui peut vraiment me faire quelque chose, donc je suis pas obligé d'être gentil. Mais je ne gagne pas aussi en étant méchant, pour certains en tout cas. Donc, les gens qui sont vraiment accomplis sont très humbles. Donc ça, c'est quelque chose qui me fait me remettre en question. Les gens ne comprennent pas. Surtout, souvent, il y a les petits qui m'appellent et qui disent « Anana ». Moi, j'ai déjà vu des gens qui ont douté. Oui, avec ton niveau, ton statut, on ne s'attendait pas à ce que tu sois accessible. Parce que moi aussi, il y a des gens à qui j'ai dit ça. Je ne pensais pas qu'un milliardaire allait être sympa pour dire « Ah, mon petit, ça va, tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais ici? Mais continue de bosser et tout ça. » Ils n'ont pas à me donner des conseils, à être gentil. Donc, pour moi... C'est ça, en fait, la leçon que j'ai apprise de beaucoup de personnes. OK. Ce que j'ai appris, l'humilité précède la gloire. OK, alors dis-nous, qu'est-ce que tu voudrais que les gens retiennent de toi quand tu ne seras plus de ce monde? Que j'ai été utile, que ma vie a servi à quelque chose de plus qu'à moi, tu vois. Je veux pas... qu'est-ce que je gagne en vivant que pour moi? Donc, que les gens retiennent que je les ai aidés, que j'ai pu atteindre, comme j'ai dit tantôt, un niveau, en tout cas, réunir des capacités qui m'ont permis d'aider des gens. Et quand je ne serai plus là,
que les gens se souviennent que, ah, mais c'est lui, c'est grâce à lui que ma vie a changé. C'est grâce à lui que mon quotidien a changé. J'ai pu manger, j'ai pu faire telle ou telle chose grâce à lui. Donc, que j'ai été utile aux gens et que ma vie a servi à quelque chose de plus grand que moi, que ce soit dans le cadre de la parole de Dieu, donc faire avancer la parole de Dieu, ou encore simplement au quotidien aider les gens, aider les personnes les plus vulnérables à se sentir plus dignes, plus entières, plus vivantes, on va dire ça comme ça. Ouais. D'accord. Alors, tu as quand même réalisé pas mal de choses, mais si aujourd'hui on te demande c'est quoi le plus grand accomplissement personnel que tu as eu à faire jusque-là? D'être un humain entier, on va dire ça comme ça. Ça veut dire ce que je peux avoir fait ou pas n'a pas changé qui j'étais. Et ça, pour moi, c'est une forme d'accomplissement. Je suis toujours le petit frère de Rosine et de Fanny, de Clément, de Christian. Je suis le mari de Prisca, je suis le tonton de mes neveux, ainsi de suite. Je suis le neveu de mes tontons aussi. Donc, c'est pour dire que, en réalité, c'est surtout être resté qui je suis censé être, plutôt que d'avoir fait des choses, en fait. Merci. Merci beaucoup, Eric. Alors, nous sommes déjà arrivés au terme de cette émission et on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. Portez-vous bien.